Bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons ce soir pour le 1860, l'émission dédiée à Mahler, qui ce soir traitera de sa première symphonie. Au programme de ce soir, nous retrouverons notre philosophe chercheuse en musicologie, Louise Caumont, spécialisée dans le domaine de l'homme dans la nature. Nous poursuivrons avec Madame Ancieux et Monsieur Fassol, qui nous parleront des contrastes de la symphonie. Et pour finir, nous retrouverons notre reporter sur place devant la Halograin, Léonore Poncé. Ce soir, nous vous emmenons dans l'univers fascinant d'un des plus grands noms de la musique, Gustave Mahler. Compositeur et chef d'orchestre de renom, il a marqué l'histoire par son génie musical et son approche novatrice. Mais avant d'en arriver là, qui était-il vraiment? Gustave Mahler voit le jour en 1860 en République tchèque. Très jeune, il sera profondément marqué par les sons qui l'entourent, les musiques populaires, les fanfares et même les chansons que sa nourrice lui chantait. Ses parents décèlent rapidement ce potentiel musical en lui et l'inscrivent à des cours. Même si Mahler sera connu plus tard comme compositeur, c'est d'abord en tant que chef d'orchestre qu'il se fait un nom. Dès 1880, il dirigera dans plusieurs villes européennes, laissant la composition à ses rares moments de vacances. C'est d'ailleurs à cette période-là qu'il commença les ébauches de sa première symphonie. Celle-ci voit le jour à la fin de la décennie, mais la réception est difficile. Le public peine à comprendre cette œuvre audacieuse. Face à ces incompréhensions, Mahler décide de retravailler à plusieurs reprises sa symphonie. Il changera par exemple son nom en passant par exemple de poème symphonique en deux parties à un poème sonore en forme de symphonie, puis deviendra la symphonie en ré majeur. Malgré ces évolutions, un nom restera associé à l'œuvre, Titan, une référence au roman de Jean-Paul que Mahler considérera comme un hommage sans intention de l'illustrer musicalement. Mais au-delà de ces ajustements, qu'est-ce que Mahler cherchait à exprimer dans cette œuvre? Mais je vais laisser l'intervention de notre spécialiste nous expliquer tout cela plus en profondeur. La symphonie numéro 1 est une œuvre qui illustre de manière profonde et complexe la relation de l'homme avec la nature. Mahler, influencé par les philosophies romantiques et son propre attachement au monde naturel, explore à la fois la beauté et la puissance de la nature, mais aussi la vulnérabilité et l'inspiration humaine face à celle-ci. Dès le début de la symphonie, dans le premier mouvement, Mahler plonge l'auditeur dans une ambiance où la nature est omniprésente. On entend des sonorités qui évoquent le lever du jour, les chants d'oiseaux et les paysages idylliques. Les harmonies pastorales et les timbres subtils de l'orchestre, notamment chez les bois et les cordes, symbolisent la sérénité et l'harmonie naturelle. Alors que la nature semble paisible et ordonnée dans le premier mouvement, d'autres passages introduisent des moments de tension. Dans le troisième mouvement, qui contient une parodie du chant populaire Frère Jacques en mode mineur, Mahler joue avec l'idée de la mort et la moquerie humaine dans un contexte pastoral. Cela reflète une rupture. La nature n'est pas simplement un œuvre paisible, mais un espace indifférent à la souffrance et au sort de l'homme. Le quatrième mouvement présente un contraste puissant évoquant les forces incontrôlables et menaçantes de la nature. Les tempêtes orchestrales semblent exprimer la lutte humaine face à ces forces, tout en reflétant les tourments intérieurs de l'individu. L'ambivalence de Mahler envers la nature est à la fois personnelle et universelle. Il admire sa beauté et sa capacité à inspirer des émotions profondes, mais il en reconnaît également l'indifférence fondamentale à l'égard des préoccupations humaines. Cette tension est palpable tout au long de la symphonie. Les fanfares de cuivre rappellent les sons d'un corps de chasse, accentuant une connexion avec le paysage rural et la vie en plein air. Ce cadre naturel peut être interprété comme un espace neutre ou bienveillant, un terrain sur lequel l'homme projette ses sentiments et trouve une forme de refuge ou d'éveil spirituel. Mahler conçoit cette symphonie comme une forme de récit initiatique, où l'homme part à la contemplation émerveillée de la nature, traverse la douleur et l'ironie de l'existence humaine, pour finalement atteindre un climax triomphant dans le dernier mouvement. La coda finale peut être interprétée comme une victoire spirituelle, où l'homme trouve sa place face à la nature. Merci pour ces explications. Nous accueillons maintenant sur notre plateau Madame Ancieux et Monsieur Fassol. Bonsoir. Bonsoir. Madame Ancieux, que pouvez-vous nous dire sur cette œuvre? Merci. Je disais donc que le long de sa symphonie, Mahler n'hésite pas à user de nombreux contrastes pour provoquer un effet de choc à son auditoire. De fait, il n'hésite pas à moduler.
On entend ici que la musique change d'atmosphère, c'est cela la modulation. Oui, effectivement, c'est vrai que Mahler use de beaucoup de modulation et parfois il peut même avoir une certaine ambiguïté harmonique et on pourrait dire que c'est un de ses traits caractéristiques. Ce que j'aimerais ajouter par rapport à ces traits caractéristiques, c'est que Mahler n'hésite pas à surprendre l'auditoire avec des contrastes parfois, on peut dire, brutals, hein, par exemple, comme c'est le cas entre la fin du 3e mouvement et le début du 4e mouvement, où on va avoir une transition brutale entre une nuance pianissimo avec que très peu d'instruments qui jouent et une nuance fortissimo avec quasiment tout l'orchestre qui joue. Mais le mieux, ça serait que vous puissiez écouter par vous-même extrait. Oui, donc vous avez pu entendre un tout petit extrait de ce mouvement 4, le mouvement qui va représenter une dualité entre l'enfer et le paradis, un contraste que Mahler va donc exploiter dans une sorte de lutte héroïque qui finira à la fin du mouvement sur une résolution éclatante. Permettez-moi d'ajouter que plusieurs motifs mélodiques dans ce 4e mouvement permettent de faire entrevoir l'enfer et le paradis. On note notamment les motifs dits victorieux, les triolets de l'enfer et les motifs de la croix qu'on écoute juste ici. Ces motifs mélodiques sont en fait empruntés à Liszt dans sa Dante symphonie. En fait, Mahler utilise ces motifs dans son œuvre pour évoquer cet enfer, enfer qui est d'ailleurs abordé dans les 2 œuvres, bien qu'il n'y ait que Mahler qui fasse référence au paradis pour la fin de son œuvre. Excusez-moi de vous couper d'ailleurs, si vous me permettez une petite phrase de Mahler. Le créateur est un archer qui tire dans le noir. J'ai pas raison. Il me semble que notre reporter sur place, Léonore, veut nous préciser quelques points. Léonore, vous m'entendez? Allô? Oui, allô, vous nous entendez? Allô, allô? Oui, Léonore, Ah, je suis à l'antenne là? vous êtes avec nous? Ah non, je suis pas avec vous. Je suis devant la halle au grain où se tiendra la représentation de la Léonore, pièce. c'est à vous. À moi? Oui, à vous. Ah bah très bien, à moi donc. Gabriel, souvenez-vous de votre enfance. Est-ce que cette musique vous dit quelque chose? C'est frère Jacques. Eh oui, Gabriel, c'est Frère Jacques de Jean-Philippe Rameau. Mais le caractère est plus sombre. Il est en mode mineur. On entend un jeu au timbal qui marque le pas, car c'est une marche funèbre. En effet, quand Mahler était enfant, il voyait ses proches, donc sa famille, ses amis, mourir emportés par la maladie. Ce 3e mouvement, nommé Feierlich und Gemessen, est divisible en 3 parties et il reprend ce thème dans un canon. Qu'est-ce qu'un canon? C'est quand une voix entre et qu'une autre voix entre en décalé, mais les deux chantent la même chose. Et Mahler utilise ici ce procédé 11 fois en tout, à 11 instruments différents. Saviez-vous que Mahler était de confession juive? En effet, on peut entendre un extrait de musique klezmer. On écoute.
C'est joyeux, n'est-ce pas? Dénotant du caractère instauré par Frère Jacques, cette musique pouvait être entendue dans les fêtes de village, dans les mariages ou même dans les enterrements. Cette musique klezmer doit être jouée, et c'est marqué sur la partition, de manière parodique, ce qui accentue le contraste avec l'événement d'avant. C'est ici, dans ce troisième mouvement, que l'ambivalence dans l'enfance de Mahler se fait entendre entre joie et tristesse. La troisième partie nous propose un mix and twist du canon de Frère Jacques et de la musique klezmer. On tend l'orteil. Au fil de cette émission, vous l'aurez compris, Mahler est une personne éco-responsable qui réutilise ses propres matières musicales. Dans la deuxième partie, la partie centrale, on est dans une ambiance plus douce, plus joyeuse, qui proviendrait de son propre lied, Die zwei blauen Augen, où le héros de l'histoire vient se reposer contre un tilleul. Tilleul qui, on le rappelle, représente la mort dans la période romantique depuis Schubert. Vous, depuis chez vous, venez découvrir ou redécouvrir cette œuvre titanesque qui se produira le 27 février à la Halle aux Grains. À vous les studios! Merci Léonore et merci à vous de nous avoir suivis ce soir lors de cette émission. Nous nous retrouvons pour de prochaines aventures.